Bonjour tout le monde. Pour cette capsule-là, je vais vous faire une petite démonstration dans RStudio pour l'analyse spatiale puis la modélisation spatiale. Donc, euh, je vais, euh, je vais faire une démo en fait avec des données de mon projet de doc. Euh, Puis c'est essentiellement ce que vous allez faire pour votre TP1. Donc, on va lire un shapefile. Euh, Puis ensuite, on va faire les analyses dessus. On va importer aussi des variables exploratoires que j'ai déjà processées dans Saga. Puis, donc c'est ça. Je vais aussi vous mettre le notebook de R sur Moodle. Comme ça, vous allez pouvoir essayer de faire rouler les différentes commandes. Puis ensuite, vous allez pouvoir remplacer là, les différents intrants par les vôtres. Puis vous allez pouvoir refaire votre analyse. Pour ce notebook-là, on va utiliser la librairie GStat. On va prendre aussi la librairie SF pour le shapefile. Un peu plus loin, on va prendre SP, j'expliquerai pourquoi, qui est comme une vieille librairie SF, si on peut dire ça comme ça. Il y a la librairie Raster, Dippler pour euh, au début là, pour la data frame, puis Model Matrix pour le RMSE. S'assurer que vous avez toutes les librairies, je le répète, si vous les avez pas, ça vous pouvez les installer directement avec Conda dans votre terminal. Vous allez voir sur le répertoire Conda sur Internet comment entrer la commande pour l'installer. Sinon, vous allez ici dans Package, Install, puis vous écrivez en fait votre package si vous n'avez pas SF ou Model, Model Matrix. Là, il ne va pas me l'afficher parce que je l'ai déjà. Vous assurez que tout est là. Je vais juste repartir mon R pour pas qu'on voit les outputs. Donc j'ai clairé mes outputs puis j'ai recommencé ma session R pour pas qu'on voit toutes les compilations. J'exécute ma librairie, théoriquement ça devrait bien aller. Des petits messages là, pas des erreurs, mais des petits warnings. Ensuite, je vais importer mon shapefile dans mon data frame. Puis mon shapefile, en fait, contient euh, toutes les variables exploratoires. Pour revenir en fait sur votre exercice, vous allez extraire euh, les valeurs de différents rasters, de différentes variables exploratoires que vous allez décider de prendre. Puis vous allez faire un shapefile. Puis moi, ce shapefile-là, en fait, je vais exécuter la commande. Si on ouvre df shape, ben, j'ai déjà en fait toutes mes variables exploratoires. Puis si on va vers la fin aussi, j'ai mes variables, j'ai ma géométrie, mon shapefile. Puis j'ai aussi, comme là aujourd'hui on va prendre la variable dépendante des slabs, l'épaisseur de plaque. On va essayer de faire un modèle prédictif, mais j'ai d'autres variables euh, dépendantes. Mais tout ça est dans mon data frame DF shape. Puis ici ensuite j'ai fait des petites commandes là. En fait j'avais des valeurs d'infini. Je les ai remplacées par 5. Euh, c'est des petites commandes conditionnelles là, qui parcourent en fait mon data frame qui remplace les infinis. Mais en fait, j'ai dit tout ce qui est dans SKindex, tout ce qui est plus grand que 5, mais moi 5. Puis ce que j'ai fait aussi, j'ai créé une colonne X et Y. Donc je suis allé sélectionner la coordonnée X puis la coordonnée Y de ma colonne géométrie. Puis j'ai fait une colonne dans mon data frame. Ça va être plus pour la régression linéaire. Je transforme en numérique.
Ensuite, donc première chose que je fais, à partir de mon shapefile, là ici c'est mon DF, c'est un objet SF qui ressemble à un data frame, mais c'est un objet SF. Donc, je peux utiliser la fonction variogramme de la librairie GStat, parce que c'est ça qui demande en fait un objet SP ou un objet SF ou un data frame, mais là, il faudrait spécifier d'autres paramètres pour la localisation. Mais là, vu qu'il c'est un objet SF, ben, il sait que chaque rangée a une coordonnée, puis il sait exactement où aller la chercher. Fait que j'ai pas besoin de dire c'est quoi ces coordonnées. Fait qu'il peut calculer le lag. Puis j'ai dit en fait la formule ici. Donc ça, dslab, c'est ma variable indépendante. Puis la formule 1, c'est en fait c'est pour du crigeage simple, ordinaire. Fait que c'est cela. Donc là, j'y fais un variogramme omnidirectionnel. Ensuite, j'ai fait un variogramme directionnel en quatre directions, vraiment test, là. Puis ensuite, j'ai fait un variogramme en map, un variogramme 2D. Puis cutoff puis width, en fait, là, c'est la largeur, en fait, là, des cellules pour calculer le map, donc 2, puis jusqu'à 15. Il demande ça, en fait, pour la map, là, ces deux paramètres-là de plus. Donc ici, j'ai mon variogramme omnidirectionnel. On voit que dans les courtes distances, là, la variance n'est pas très élevée, puis ça augmente tout de suite pour atteindre un plateau. Donc c'est très très court comme patron spatial. Puis donc c'est ça. Le range n'est pas très élevé. Puis ça, on est omnidirectionnel. Si on regarde le directionnel, on a les quatre directions que je lui ai demandé. On voit que ça varie un peu là, en 0,90, mais pas tant que ça. Donc, il n'y a pas tant de direction nette. Puis, si on regarde la map, là, il n'y a pas grand-chose là, qui pourrait nous dire que c'est un isotrope là, ou puis une direction préférentielle. Donc, ça, c'est un peu c'est l'analyse spatiale exploratoire, là. Moi, j'ai fait 3 types de variogrammes. Puis ça va me chercher en fait là, différentes informations, notamment pour si c'est directionnel ou omnidirectionnel. Ensuite, une autre analyse exploratoire, je vais regarder c'est quoi mes variables spatiales exploratoires. Là, j'en ai mis quelques-unes, mais moi j'aime souvent ça mettre X puis Y pour voir si on a une tendance spatiale. Puis j'ai mis un TPI puis un Winstral Index là, qui est une variable dérivée d'un modèle d'élévation numérique, mais qui est liée à l'accumulation de la neige par le vent. Donc, voir si les zones sont protégées ou soumises au vent. Donc, on regarde avec le TPI, on voit qu'on a quand même une petite tendance linéaire, avec Y aussi, X aussi, puis Winstral pas pantoute. Donc, ça me donne un peu la puce à l'oreille de dire, ok, j'ai peut-être des relations. Donc, ce qu'on va faire, la prochaine étape, je vais faire un modèle de régression linéaire avec une sélection de modèles. Donc, je vais rentrer toutes les variables que j'ai exploratoires, donc mes coordonnées x, y, plus toutes les autres variables que je pense qu'ils pourraient peut-être avoir un impact. Je suis pas tout à fait sûr. Donc, je rentre le gros modèle. Puis, je dis d'aller chercher dans quel data frame. Puis, le nom, en fait, des variables, c'est le nom exact de la colonne. Comme ça, il sait où aller chercher 10 canopes. 10 canopes, c'est distance à la canopée. Pour voir s'il y a une influence de la proximité des arbres. Puis ça, c'est le nom de la colonne dans mon data frame DF shape. Donc, on envoie le modèle complet dans LM. Donc, qui est une fonction de régression linéaire. Puis ensuite, je vais faire step à cet objet de modèle-là.
j'ai fait trace, là, je veux voir les traces. Puis ce qu'il va faire step, en fait, c'est qu'il va faire un stepwise selection models avec le critère d'AIC. Puis il va enlever, puis remettre des variables, puis il va voir s'il diminue l'AIC. Puis le but, c'est d'optimiser l'AIC pour qu'il soit le plus petit possible. Puis il va sélectionner, en fait, les variables significatives. Donc on lance ça. Là, on voit en fait là, que c'est le modèle complet. Puis là, à mesure qu'il enlève des variables, il regarde en fait comment se comporte l'AIC pour l'optimiser. Puis on voit que l'AIC diminue. Ça veut dire que l'optimisation fonctionne. Puis là, il enlève les données qui ne sont pas significatives. Jusqu'à temps d'arriver à la solution finale, qui est X puis TPI. Donc, c'est les deux variables spatiales significatives. Donc là, on voit en fait, là, quand j'ai fait step, mon objet LN, c'est devenu mon modèle de régression linéaire. Puis là, on voit un peu, on voit nos variables, l'estimer en fait, le coefficient, le p-value, on voit qu'il y a 3 étoiles, donc c'est très significatif. On voit notre R carré qui est de 0.49. Donc, mon modèle explique 50% de la variance de slab, d'épaisseur de plaque. Puis, mon modèle est significatif parce que j'ai un p-value de très très bas en fait. Donc, ça finit un peu l'analyse exploratoire en fait. Là, on voit que j'ai pas vraiment de quelque chose de directionnel. J'ai une distance d'autocorrélation très très courte. Puis j'ai trouvé en fait mes deux variables spatiales exploratoires que je vais pouvoir inclure dans mon crigeage, donc quand je vais faire mon drift externe. Puis ici, on va commencer la modélisation dans cette étape-là. Puis ici, bon, c'est beaucoup de traitements de raster. Je vais importer en fait mes rasters. Là, je les ai tous importés. Mais on sait que il va utiliser TPI puis X, donc c'est une étape qui est pas vraiment. Je suis pas obligé de toutes les importer, mais bon, mon code est déjà fait. Puis ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va on va créer un raster stack pour prendre notre couche de base, qui est la couche en fait sur laquelle on veut prédire. Puis on va stacker en fait toutes nos autres variables dans un même objet. Donc si je rentre toutes mes file paths, puis je les importe avec raster pour les importer dans R. Puis ensuite ici, je vais faire du traitement spatial. Donc ce que je veux faire, ma couche SnowDep, c'est ma couche la plus petite. Puis c'est sur cette couche-là que je veux prédire ma variable dslab en fait. Donc je sais que c'est la plus petite avec l'étendue la plus petite. Donc je vais utiliser cette couche-là pour venir clipper toutes les autres rasters pour m'assurer en fait que les rasters ont le même étendue puis ont la même résolution. Donc ici, je vais utiliser la fonction aggregate pour rééchantillonner ma couche de base au 0.5 m parce que je pense que là, sa résolution qu'on a faite au drone, c'est comme 10 cm. Donc je vais grossir un peu pour pas que ça soit trop lourd. Donc je vais mettre ça à 0.5. Puis ensuite, je vais utiliser Project Raster. Puis là, en fait, ce qu'il va prendre, c'est qu'il va prendre cette couche-là, puis il va se fier à SnowDep 0.5, qui est ma couche de base. Puis il va la clipper, puis il va mettre la même résolution. Donc ça va me permettre d'avoir plein de rasters qui sont identiques. Là, je le fais pour toutes mes couches, mais c'est que j'ai juste... on sait que c'est juste X puis TPI qui est significatif, mais ça peut... comme là, moi, je prends tous mes rasters quand même, je fais un raster stack parce que si, mettons, je voudrais pas juste tester sur des slabs, je voudrais tester sur 5 autres variables, ben, je vais tout prendre mes rasters, je vais avoir mon même objet raster stack, puis je vais juste faire plusieurs modèles pour différentes variables dépendantes. Donc je vais faire pause, je vais revenir quand il va avoir rééchantillonné, ça ne devrait pas être trop long. Ok, donc ça vient de finir de rouler.
Donc là, j'ai toutes mes rasters, toutes propres, même étendue, même résolution. Donc là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que ça me prend en fait un raster X et Y. Donc, pour savoir en fait, pour chaque cellule, en fait, il va avoir les attributs, mais il y a aussi besoin de savoir la coordonnée. Donc, je vais créer des rasters X, Y. Donc ici, un peu, c'est un... Si je passerai pas tout en détail, là, mais c'est un code en fait là, qui va calculer essentiellement en fait euh, les dimensions de la couche de base, nos depths. Donc il va prendre combien de rows, combien de colonnes. Il va créer une matrice ensuite. Puis ensuite, à partir de cette matrice-là, il va créer un raster. Puis ensuite, il va prendre ce raster-là, on va prendre la même projection, système de coordonnées que la couche de base. Puis ensuite, on va faire la même procédure Project Raster pour s'assurer qu'on a la même étendue puis la même résolution. Mais théoriquement, ça devrait être la même chose, vu que je me suis basé de la couche de base, mais je fais juste la remettre pour être sûr que ça fit. Puis ensuite, je vais créer un raster stack avec toutes les couches de base. Donc je fais stack, je mets toutes mes rasters. Puis ensuite, je mets un nouveau vecteur juste pour bien nommer mes rasters pour être sûr que c'est le. Pour pas qu'il y ait le 0.5. Puis voilà. Donc ensuite, en fait, je peux pas criger sur des rasters. Ben, en fait, je pourrais, là, mais c'est un peu plus compliqué. Mais je vais utiliser la librairie Cridge, dans le fond, la fonction Cridge qui va nous permettre de criger, qui est dans la librairie GStat. Puis GStat, il fonctionne uniquement avec SP ou SF et star. SF c'est vecteur, star c'est pour les rasters. Puis SP, il englobe un peu les deux. Mais c'était un peu trop compliqué là, avec Star. J'ai pas réussi à faire fonctionner. Donc j'ai pris. À la base, je prenais déjà SF. Donc j'ai repris SP. Donc j'ai repris SP. Puis ce qu'on fait en fait, c'est que on va convertir mon raster stack en Spatial Pixel Data Frame. Donc il va faire un data frame spatial avec toutes les cellules, la coordonnée de chaque cellule, puis tous les attributs de mon raster stack. Donc il va savoir pour chaque cellule, la coordonnée, ben, il va savoir est où dans l'espace, puis il va savoir le X, Y, puis tous les autres attributs que j'avais dans mon raster stack. Puis, ok. Ok, donc c'est ça, j'ai réglé un petit problème là. En fait, ici, j'essaie de créer, en fait, je crée un Spatial Pixel Data Frame. Ça, en fait, ça va être un plus gros data frame sur lequel je vais criger. Mais lui, en fait, la fonction crigeage a aussi besoin d'un Spatial Point Data Frame. Ça, essentiellement, en fait, c'est mon objet SF, mon data frame, mais que je convertis en objet SP, parce que GStat euh, fonctionne, en fait, là, si je donne un... C'est soit que je fonctionne en SP ou en SF. Puis là, j'essayais de le convertir à partir de mon objet SF, mais il ne comprenait pas. En fait, il disait que ça marchait pas. Donc, ce que j'ai fait là, ici, en fait, là, mon objet SF. Donc, ce que j'ai fait un peu plus haut, j'ai créé un nouveau data frame, le DF. Puis j'ai juste pris un objet SF, qui est un data frame avec les géométries. Là, j'ai droppé les géométries ici. Puis, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'il n'y a plus de géométrie, donc c'est plus un objet SF.
mettre df à la place. Ah, il manque quelque chose aussi. On va le voir. En fait, là, j'ai dit tu peux utiliser la projection de CRS de Stack. Mais je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai dû le supprimer tantôt. Donc là, en fait, il va extraire le CRS, donc le système de coordonnées de raster stack. Il va créer un objet CRS stack, puis il va l'utiliser pour faire le special point data frame. Bon, on y va. Donc là, on a préparé en fait tout ce qu'on avait besoin pour faire notre crigeage. Donc si je vais y spécifier ma formule en fait pour criger, donc je veux qu'il utilise, qu'il prédise des slabs avec X puis TPI. TPI, il faut que ce soit le même nom en fait là, que dans mon Spatial Point Data Frame et dans mon Spatial Pixel Data Frame. Il va créer un variogramme. Ensuite, il va fitter un modèle. Donc, j'ai dit, prends le variogramme expérimental, faites-moi un modèle, puis prends un de ces quatre-là. Puis là, il va faire des itérations pour trouver le meilleur fit. Ensuite, il va stocker ce résultat-là, en fait, quel variogramme. Donc, il va trouver la meilleure valeur de range, la meilleure valeur de nugget, de seal, puis quel type de variogramme utiliser pour qui a réussi à fitter sur mon variogramme expérimental. Puis ensuite, on va aller faire le crigeage. Donc ici, c'est pas sur les résiduels, je l'ai changé. Donc, ce qu'il va faire, donc la fonction crige, il va utiliser la formule que j'ai rentrée ici, x plus x et tpi. La localisation, en fait, des variables, ça va être dans mon Spatial Data Frame, l'objet ici que j'ai créé. Ensuite, le modèle, c'est lui que j'ai fité, en fait, qui est juste ici. Puis, New Data, en fait, il veut savoir, ça va être quoi, sur où est-ce qu'il en fait que tu veux que tu prédise, en fait, la valeur de D-Slab. Donc, ça va être quoi le domaine spatial sur lequel il va prédire. Puis, pour chaque cellule, il a besoin des variables, en fait, qu'on lui donne. Donc, lui, essentiellement, il veut que pour chaque cellule du domaine, il y ait une valeur de X et TPI parce qu'il va les utiliser pour prédire. Puis, le résultat, en fait, là, je vais le stocker là-dedans, il va me renvoyer un objet SP parce que je lui ai donné des objets SP en entrée. Si j'aurais pris un objet SF, ça aurait fait la même chose. Puis un objet star aussi. Puis moi, je vais le convertir en raster stack, puis je vais le plotter. Donc ça, c'est le semi-variogramme, en fait, là, qui a réussi à fitter, en fait. Puis c'est un semi-variogramme, en fait. On voit que c'est un peu... c'est un petit gaussien, en fait, avec un range pas très élevé. Puis ce qu'il a fait, c'est que il a fait une régression linéaire comme en haut. Puis donc on a vu que mon R carré c'était 40.49. Donc ce qui restait, les résidus en fait de ce modèle-là, il a fité un variogramme dessus. Puis ensuite, il a utilisé l'aspect déterministe, donc la régression, plus l'aspect stochastique du variogramme. Il a utilisé les deux pour corriger une surface. On va aller voir ce que ça donne. Donc, là, on a var 1.pred. Donc ça, en fait, la fonction crige, il va nous donner deux layers. Puis c'est un raster avec deux layers qui nous donne comme objet. Donc la première, c'est la prédiction, en fait, de notre variable. Donc ici, c'est D-slab. Puis ensuite, la variance, en fait, de notre prédiction, de notre erreur. Donc on voit que les points blancs, en fait, là, c'est là que la variance est le moins élevée. C'est où est-ce que j'ai mesuré. Donc
c'est pour ça que la variance est très très basse. Puis pour ça, la variance augmente à mesure qu'on s'éloigne de nos points d'observation. Puis c'est vraiment ici que la variance est la plus élevée, là, quasiment en dehors en fait de notre vers les limites de notre domaine spatial. Puis ensuite, ici je vais calculer une RMSE. Donc, ce que je vais extraire en fait ici, l'outil extract de mon layer, donc le layer ici de prédiction, puis mon SP, mon Spatial Data Frame. Donc, ce qu'il va faire, c'est que pour chacun de mes points ici, il va extraire la valeur de la prédiction, puis je vais créer un objet, là, un vecteur là, de mes prédictions, mes valeurs de prédiction. Puis ensuite, je vais calculer un RMSE avec un vecteur de dans mon data frame DF, là, mon data frame de départ, il va aller chercher la valeur de D-slab que j'ai mesurée sur le terrain, puis avec la valeur que j'ai prédit, il va me calculer un RMSE. Puis ça, après ça, ici, c'est du code pour faire un beau graphique avec mes labels et tout. Là. Donc ici, il me print ma valeur de RMSE qui est de 0.1 cm. Puis, donc c'est ça, j'ai quand même une bonne RMSE. Puis ce qu'on veut en fait sur une RMSE, c'est qu'on veut que toutes les variables soient groupées en fait sur la ligne. Donc la prédiction pour l'épaisseur de la plaque est assez bonne, mais encore là, c'est une RMSE uniquement sur les points que j'ai mesurés. En fait, juste les points que le modèle a utilisé pour interpoler. Donc si je voudrais faire pas une vraie RMSE, mais une RMSE avec une validation croisée, ben là, elle aurait plus de poids pour vraiment mesurer la performance de mon modèle. Donc, il aurait fallu que je segmente mon échantillon. Donc, ça fait le tour, en fait, là, pour l'analyse puis la modélisation spatiale. Il y a quand même beaucoup de code, beaucoup de manipulation de données, puis entre le data frame, le SF, le SP, les raster stacks. Donc, ça se peut que vous soyez un peu perdu, mais n'hésitez pas à m'écrire là, si vous avez des problèmes. Mais théoriquement, vous devriez parcourir le script, regarder, puis enlever, ensuite changer mes intrants avec les vôtres. Puis vous pouvez changer les noms aussi. Ça va peut-être plus vous aider à suivre. Je ne voulais pas vous donner des fonctions tout faites. Là, si vous prenez le temps en fait de changer et de comprendre, mais vous allez plus vous approprier le script. Puis c'est ça. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.